L'objectif de ce chapitre est de découvrir la courbe de Kubler-Ross. Alors, Kubler-Ross, c'est en fait Elisabeth Kubler-Ross, qui était une psychiatre et psychologue, née en 1926 et qui nous a quittés en 2004. Elle était suisse à la base. Elle a été vraiment appréciée par ses travaux parce qu'elle a été, on peut la considérer comme la pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie et de l'aide aux mourants. Effectivement, moi j'ai pu donner des cours auprès de personnes qui sont en lien avec l'accompagnement en fin de vie et on travaille beaucoup cette courbe du changement qu'elle a établie. Donc, à la fin de sa vie, elle a accompagné des milliers de personnes et a été la première à étudier et formaliser finalement les différentes étapes que l'on traverse lorsqu'on apprend qu'on va mourir, mais aussi comment les gens qui finalement restent après votre mort réagissent et travaillent ce deuil-là. Donc, en 1999, elle a été nommée parmi les 100 penseurs les plus importants du XXe siècle. Donc, c'est pour dire que ces travaux ont apporté beaucoup d'améliorations dans le travail d'accompagnement à la fin de vie, mais pas que. Donc, son approche du processus de deuil et de ses étapes, en plus de la perte d'un être cher, s'applique à de nombreuses situations. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. S'adapte à beaucoup de situations de notre vie professionnelle tant que personnelle. Imaginez la fin d'un projet d'équipe, la fin d'un contrat, la fin, un licenciement, le départ à l'étranger, effectivement, un changement de poste, voilà, des changements de collègues, de responsables. Je vous laisse un peu imaginer dans votre vie ce que vous avez pu avoir comme changement et comment vous avez réagi. Tout ça nous impacte et on va aller voir comment ça peut nous impacter. Donc c'est vrai qu'il est instructif de connaître ce cheminement-là et cette courbe du changement quand on est accompagnateur et qu'on va accompagner des personnes qui ont vécu des choses plus ou moins difficiles. Donc, quels sont les éléments les plus importants? Le deuil, donc c'est une étape naturelle de la vie. Mais quand on entend deuil, donc on entend mort, disparition. Donc faire le deuil, c'est un processus d'adaptation psychologique d'un individu face à un choc qu'il vient de subir. Quelle qu'en soit la nature, effectivement. Ça peut être le deuil d'une personne aimée, très chère, d'un animal. Donc peu importe, mais il y a cette perte-là. Donc le deuil fait partie de notre langage courant. Il est synonyme de mort, mais le cheminement de faire son deuil est propre à chacun et emprunte des chemins différents selon notre capacité à cette situation, comment on l'accueille et notre force de résilience aussi. On peut parler de ça. Donc, le règlement de deuil se déroule pour Kubler-Ross en 4 phases. Il y a d'abord l'information, donc le choc, j'apprends. La remise en question, cette phase de doute. Ensuite, la remobilisation, ok, qu'est-ce qui peut se passer, j'accueille ça, qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour moi. Et ensuite, l'engagement. Donc, elle a également soutenu que chaque deuil est un processus unique, c'est ce que je vous disais, et que ces étapes ne se déroulent pas nécessairement dans cet ordre-là. On va avoir ces 4 phases-là, mais selon les personnes, on ne va pas forcément respecter ces 4 phases dans cet ordre-là. Donc certaines personnes, par exemple, peuvent rester bloquées au niveau de la colère. J'ai l'information qui me vient, ça me fait un choc, un trauma, je n'accepte pas et je peux ne pas accepter pendant très longtemps. Je vous donne un exemple comme ça. J'étais dans une vie, j'avais mon petit train-train, j'avais mon chéri, ma chérie, et du jour au lendemain, tout ça s'écroule. Parce que trahison, parce que X raison. Et bien, de ça, je peux rester bloquée au niveau de cette émotion de la colère pendant des années, et vous verrez que quand vous accompagnez quelqu'un, vous allez aussi aller chercher s'il est bloqué suite à un deuil, donc un choc qu'il a reçu, s'il est bloqué. Et s'il est bloqué, c'est intéressant de mettre en place un accompagnement
pour aller nommer cette émotion déjà et ensuite la débloquer avec des professionnels. Voilà, pour que la personne puisse évoluer. Parce que ça nous fige, vraiment, ça nous fige. Donc, à côté de cette étape qui est le deuil, il y a la descente, c'est le choc de la perte. Alors, ça peut être très infime. Le matin, vous partez au travail et vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre porte-monnaie. D'habitude, il est posé sur la fenêtre ou je ne sais où, et vous ne le voyez pas. Bon, vous commencez à dire, bah, où est-ce que je l'ai posé hier, la veille, je ne sais pas. Je cherche. Au bout de quelques minutes, vous commencez à stresser en disant mais je ne le trouve pas, je ne me rappelle plus, qu'est-ce qui se passe, il y a tous mes papiers dedans, il y a ma carte bleue. On commence à avoir ce petit stress-là et on n'accepte pas parce qu'on se dit non mais on va bien le trouver, non mais qu'est-ce qui se passe. On peut même accuser son entourage. Et quand on se rend compte qu'au bout d'un moment, on ne le trouve vraiment pas et qu'on peut se calmer, se repositionner, se dire qu'est-ce que j'en ai fait hier, où j'étais, et se rendre compte qu'on l'a vraiment perdu, ben, il y a cet état de dépression quelque part qui arrive. Et ensuite, quand on passe cet état d'acceptation, ok, j'ai perdu mon porte-monnaie, comment je vais faire pour le retrouver et je vais me remobiliser parce qu'il faut que je le retrouve. Donc c'est cette histoire-là. Donc on passe par le déni, le refus, dans cette descente, la négation. On négocie avec la réalité finalement, on n'accepte pas ça. On marchande, on peut aussi dire non, c'est pas possible, j'ai perdu ce porte-monnaie, il est forcément là, non, c'est pas possible. Ou alors quand il y a une situation qui m'arrive, pourquoi moi et pas un autre, c'est pas juste. On n'accepte pas du tout. Donc la prise de conscience n'est pas à ce moment-là. Donc il y a aussi dans l'émotion de la tristesse qui peut apparaître. Il y a la colère qui est souvent suivie par la tristesse parce que finalement on se rend compte qu'on ne retrouve pas ce qu'on a perdu et que le fait est là. Et derrière cette tristesse, je dirais qu'elle est obligatoire pour entamer une libération. Ensuite, il y a la phase de remontée. Alors, elle est sympa cette phase. On a passé ces phases-là où il y a le choc, il y a le déni, il y a la négation, il y a la négociation, il y a la colère. La tristesse arrive, elle va nous libérer des émotions à travers les larmes, à travers une acceptation de la situation. Et derrière, on va pouvoir commencer à entamer une sortie de l'impasse. Donc, à accepter ce qui nous est arrivé et ensuite à commencer à avoir peut-être des solutions. Donc, vous voyez un peu l'idée de cette courbe-là. Donc, ça va être, par exemple, j'ai eu une altercation avec quelqu'un, il m'a mal parlé, j'accepte pas, pour qui il se prend, blablabla. Et au final, après quelques temps, c'est de se rendre compte que finalement, moi aussi, j'ai peut-être agi mal. Donc, c'est pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre. Se rendre compte et revenir dans le côté factuel et pragmatique et se dire ok, il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour sortir de cette situation-là et retrouver du sens et du renouveau. Donc, et ça souvent quand on est là-dedans, c'est la gratitude, si on peut dire ça, parce qu'on va être, je ne sais pas vous, mais généralement je me rends compte que ce qui m'est arrivé, il y a quelque chose à en retirer et à apprendre. Et quand on est dans cet état-là, c'est chouette. Et quand on accompagne quelqu'un, c'est là où en fait il retrouve son autonomie, il retrouve sa capacité à créer, à imaginer et à partir. Donc si je redétaille cette courbe, on a finalement l'information de la perte, quelle qu'elle soit, qui arrive. On est dans cet état de choc. Voilà, premier carcan. Le choc peut nous amener sur le déni, sur la colère, parce que la colère derrière, c'est la peur, quoi qu'il arrive, parce que souvent, l'obstacle au changement, c'est qu'on a peur. On connaissait une situation, il y a une nouvelle situation qui arrive, on ne la maîtrise pas. Donc l'inconnu. Vous voyez ces histoires qu'on a pu entendre de personnes qui ont été victimes d'eux et qui sont restées longtemps dans cette situation de victime, et quand la situation s'arrête, elles sont perdues. Elles sont perdues. On pourrait dire c'est la libération. Non, elles sont perdues et elles vont passer aussi par cette courbe du changement, malgré que la situation s'améliore pour elles. Donc c'était cette idée de partir d'une situation connue à une situation inconnue.
Ensuite, quand on passe cette étape-là qui peut durer ou pas, ça dépend aussi de cette capacité à rebondir qu'on a, et puis aussi du fait d'être entouré ou pas, on va rentrer dans cette négociation, se dire « Attends, mais c'est pas possible, oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» On commence à réfléchir, mais on est encore dans une sorte de négation. Et quand on passe cette étape-là, il y a la remise en question. « Ok, il m'arrive ça, d'accord, ça me met en colère, c'est pas possible. Bon, je ne peux plus rien y faire, c'est comme ça, c'est même dans le passé. » Et bien, il y a cette tristesse de ce que j'ai perdu. On peut parler de dépression pour certains. Et souvent, la dépression, c'est la colère contre soi-même. J'ai perdu quelque chose, j'ai la culpabilité, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Et c'est là où, si vous êtes accompagnateur, vous allez pouvoir guider, écouter, pour derrière remonter. Donc, quand on a touché le fond, comme on dit, on ne peut que remonter. Donc, commencer à aller dans la troisième phase qui est l'acceptation avec l'encouragement d'une tierce personne. On se remobilise, on redonne du sens à sa vie, à son existence, à la situation, pour aller sur des nouveautés, avec plus d'énergie.